Elle est en place. C'est la poudre. Tiens, on a découpé une femme en morceaux rue de la bienséance à 2 pas du chat. Tiens, on a découpé une... I am a feminist. Je vous obsède avec une Je ne me constance suis pas conduite qui appelle quand même l'admiration. d'une façon conforme à ce qu'on attend d'une jeune fille d'abord et d'une femme ensuite. I'm sorry that I didn't become the world's first black classic Des pianist. femmes artistes, activistes, inspirantes, politiques. Des femmes puissantes. Je crois qu'une femme qui existe dans son temps, à l'intérieur de son temps, n'a pas d'époque, elle Bienvenue marque son époque. dans la Boum. poudre. Je suis Lorraine Bastide et aujourd'hui je reçois Kazé. Pour moi, une femme, ça m'est vraiment étranger. Une femme, c'est quelqu'un d'autre, c'est pas moi. Ça, c'est clair. Une femme, pour moi, c'est exotique. C'était le 13 novembre 2019 au Festival des Créatives à Genève. Une quinzaine culturelle et intersectionnelle qui est l'un des plus géniaux événements féministes du monde. Ce soir-là, j'ai interviewé Kazé en public. On était une petite centaine dans un café du centre. J'étais impressionnée, je l'avoue. Ça faisait près de 3 ans que j'essayais d'obtenir un entretien avec elle. Parce qu'elle n'est pas seulement l'un des plus grands noms du rap en France depuis près de 20 ans, mais aussi une autrice à la plume d'exception. Porteuse d'idées politiques, indispensable à celles et ceux qui veulent faire avancer la société dans le bon sens, celui de la révolution. La veille, je l'avais vue sur scène aux côtés de Virginie Despentes et de Béatrice Dalle dans Viril, un spectacle musical qui compile des textes radicaux féministes signés par Paul Preciado, Valérie Solanas, Audre Lorde, Leslie Feinberg et d'autres. C'était dingue. Vraiment dingue. C'est une évidence, on me pisse à la face. Chercher d'essence depuis ma naissance. Ma seule défense, ma carapace. J'attends la délivrance, le temps avance et j'ai tous mes démons qui me suivent à la trace. Avec Kazé, on a parlé de rap, de rock et de rage. C'est là dans les goûts où je suis en train de couler. Bon bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Kazé. Bonsoir. Alors, ça fait bientôt 3 ans que je vous cours après, Kazé. Je harcèle votre manageuse. Donc, je voulais quand même commencer par remercier de tout cœur les créatifs pour permettre cette rencontre et puis vous remercier, vous, pour l'avoir accepté. Désolé de vous faire courir. Vous n'êtes pas facile à attraper. Mais... Alors, hier soir, on a assisté à un moment fou. J'en ai encore la chair de poule. Vous étiez sur la scène de l'Alhambra, à Genève, avec Virginie Despentes et Béatrice Dalle pour un spectacle inédit, Viril. Vous avez dit toutes les 3 sur scène des textes de Despentes, de Paul Preciado, de Valérie Solanas, de Monique Wittig, de Leslie Feinberg et d'autres. Il y avait des musiciens, des rythmes rapides, lancinants. Et j'ai ressenti une forme de jouissance devant ce spectacle, une jouissance comparable à celle que je ressens quand j'écoute vos morceaux. Et j'ai compris quelque chose. Cette jouissance, elle vient de la colère que vous exprimiez sur scène. Une colère que les femmes, les personnes racisées, les personnes homosexuelles, trans ou queer ne sont pas particulièrement autorisées à exprimer dans la société. Et je me suis même rendu compte que je vous enviais un peu. Est-ce que le rap, le rock, la musique vous a donné une sorte de licence poétique pour exprimer publiquement la rage ? Est-ce que... Non, je suis pas persuadé que ça soit... Enfin, pour moi, que ça soit fait dans ce sens-là. Parce que ça voudrait dire que ça existe 1 heure par jour, de temps en temps, quand il y a un concert ou quand il y a... Et c'est pas ça, en fait. C'est des choses qu'on porte dans la chair. C'est dans sa manière de vivre. Donc, c'est un prisme, c'est un vecteur. Mais je sais pas si... Je parle de mon cas. D'autres vous diront d'autres choses, que ça les a autorisés à se lâcher ou à s'extérioriser, à s'exprimer. Dans mon cas, je le fais déjà en dehors de ça, de toutes les manières. Parce qu'il y a le quotidien. Et le quotidien, c'est ce qu'il y a de violent aussi. Voilà. Je dirais même que c'est même l'inverse, que la scène ou l'écriture, c'est la récré. C'est le moment de loisir. Voilà. Donc, pour moi, non, ça se joue pas dans ce sens-là. En tout cas, j'ai l'impression que c'est peut-être cette colère-là qui s'exprime beaucoup dans vos textes, qui peut expliquer l'admiration
unanime que vous inspirez dans le milieu du rap pour commencer, mais même dans le milieu universitaire. Enfin, je ne sais pas si tout le monde ici est au courant. Vos textes sont étudiés à l'ENS, par exemple, ce qui peut paraître surprenant ou même paradoxal. Moi, la quadragénaire blanche en proie à l'agression sexuelle et au harcèlement patriarcal, elle me fait du bien, votre musique qui donne envie de péter des portes. Est-ce que ça vous va que je me la réapproprie comme ça, alors que je ne vis pas, par exemple, le racisme, le colonialisme dont vous parlez dans vos textes? Bah moi, c'est pas mon problème, en fait, qui écoute ma musique. C'est pas mon problème. Une fois que j'ai fait le disque, qui l'écoute n'est pas mon problème. C'est pas à moi d'aller juger ou d'aller expliquer comment il faut m'écouter ou ce qu'on doit ressentir. Ça, c'est plus mon problème. Ça, par contre, c'est peut-être un petit fond de culpabilité qui fait poser cette question. Voilà. Et cette culpabilité, c'est pas mon problème non plus. Ouais, une culpabilité et puis aussi une interrogation. Enfin, Ouais. moi, j'ai toujours aimé écouter le rap, alors que voilà, je viens d'un milieu bourgeois, je viens pas des banlieues qui sont écrites dans le rap. Ben, Qu'est-ce qui fait qu'il y a quelque chose en moi qui vibre si fort quand j'entends exprimer cette rage Ça, je ne sais pas. Interviewez-moi, Je vais pas vous l'expliquer, ça, j'en sais rien. J'ai pas de réponse à ça, en fait. Je sais pas. Je sais pas parce que, très honnêtement, je me pose pas la question de savoir ce que ressent le bourgeois blanc. Je pense que le bourgeois blanc doit se décentrer. Il n'est plus le centre. Il ne l'a jamais été, il n'est pas le centre. Donc, ces émotions ou ces sensations, c'est pas ma priorité. Voilà. Et après, effectivement, que des femmes blanches ou des hommes blancs bourgeois se sentent touchés par le rap, ben, très bien. Mais je veux dire, c'est pas de leur sensation qu'il s'agit là tout de suite. Voilà. Et quand on parle de vos textes à l'ENS, quand on vous invite à y intervenir, c'est un peu la même réponse que vous faites? Non, moi à l'ENS, j'en ai parlé dans l'interview. J'ai expliqué qu'au début, enfin que le rap soit étudié, enfin qu'en France qu'on trouve ça comme si c'était comme si à un moment donné on nous faisait l'honneur de nous écouter. Le rap a toujours été une musique importante, que ce soit l'ENS ou Sciences Po qui s'y intéresse. Ça valide pas plus le rap. Je savais que c'était une musique importante. À la limite, c'est le rap qui est venu valider l'ENS. Ça s'est plus fait dans ce sens-là. C'est-à-dire maintenant on permet aux grandes écoles d'être un peu cool, un peu moins coincés et moins cons. Donc tant mieux, mais je l'ai pas pris comme étant un honneur ou quelque chose qui me permet d'accéder à une élite ou qui valide mes textes ou qui font de mes textes quelque chose d'intelligent ou d'intelligible. Le rap, c'est la chose, musicalement en tout cas, c'est la chose la plus importante qui soit arrivée dans le monde ces 40 dernières années. Voilà, il n'a pas besoin des grandes écoles pour le savoir. Voilà, à la limite que les grandes écoles s'y intéressent bien, tant mieux pour elles, mais moi ça ne change rien à ce que je pense du rap, quoi. Dire ça, c'est aussi très occidental. Voilà, voir la validation dans les yeux de l'autre. Franchement, c'est vraiment pas mon problème. Vraiment. Après, c'est tant mieux si ça fait plaisir à certains. Moi, c'était pas désagréable, et c'est pas désagréable d'aller parler de rap dans les grandes écoles. Mais le rap, le rap français, c'est la deuxième musique après le rap américain. C'est la musique qui vend le plus. Voilà. Donc économiquement, si on s'y intéresse aussi au rap, c'est aussi parce que économiquement, c'est la musique qui ramène le plus d'argent. C'est même pas, des fois, il y a même pas de penchant intellectuel là-dedans. C'est juste économique. C'est la musique qui ramène le plus de sous en France. Voilà, c'est tout. Donc tout d'un coup, tout le monde lui trouve du charme. Bon, très bien. Mais elle l'avait déjà avant qu'on lui trouve. Donc pas n'importe quel rap quand même, c'est surtout le vôtre qui cause cette différence, j'ai l'impression. Qu'est-ce qui vous a séduit dans le projet Viril? Déjà, c'est l'invitation. Je suis venu sur l'invitation de Virginie Despentes. Et voilà, que j'apprécie humainement, et puis aussi son travail. Et puis les textes qu'elle m'a mis entre les mains, parce que moi, tout ce qui est littérature ou culture queer, je connais pas. Je dis franchement, je j'ai jamais vraiment lu de texte ou de littérature féministe. Donc j'ai lu des textes, elle m'a mis pas mal de textes entre les mains que j'ai lus, et j'ai trouvé ça très 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 fort en fait.
Et puis d'essayer quelque chose qui me déplace un peu, parce que c'est de la lecture, c'est pas vraiment du théâtre, puisque c'est plus de la lecture, donc voilà, j'ai pas à jouer. Et puis aussi il y a Béatrice, voilà, qui est dans sa catégorie, voilà, un monument. Et voilà, ouais, c'est d'être à leur contact et puis de dire ces textes-là, parce que franchement, en les lisant, j'ai pris 2-3 claques, quoi. Et justement, en passant devant les bouquins, là devant, je me disais que je suis en retard de quelques dizaines de milliers de bouquins. La sélection, elle est impressionnante, celle qui est à l'entrée. Ouais. Mais il y a vraiment pas mal de ponts, en fait. Moi, pour connaître bien vos textes, parce que j'étais tout imbibée de vos textes à vous, voilà, quand on lit, quand on entend « La haine me suit là où je suis, j'ai du mal à garder le fusil dans l'étui, j'ai rempli le canon et puis il se peut qu'un beau jour, pour un rien, j'appuie ». Il y a quand même pas mal de points communs entre ce texte-là et puis un texte de Valérie Solanas ou même un texte de Despentes, quoi. Et il y a cette intifada verbale, comme vous dites, cette violence qui peut tuer, qui est une des conventions du rap qu'on trouve dans chez Public Enemy, par exemple. Je crois que c'est un des groupes de rap qui a fait votre éducation. Est-ce que c'est cette possibilité-là qui vous a séduit quand vous êtes tombé sur le rap à 12-13 ans? C'est... Ce que j'ai aimé dans le rap, au-delà de la violence qu'on lui prête, déjà, c'est de la violence symbolique. Déjà, ce sont que des mots. J'ai trouvé que c'était, en tout cas à 12 ans, c'est le truc le plus classe que j'avais jamais vu, quoi. C'est-à-dire, il y avait l'intellect et du style. Voilà. Parce que moi, je vis dans un pays, la France, où si on est un intellectuel ou si on est intelligent, c'est très stéréotypé. Voilà, c'est des poils dans le nez, une calvitie mal arrangée, des vestes en velours avec des pièces au coude. Enfin, voilà. Et là, je voyais des gens qui avaient du style, qui étaient stylés, qui avaient du verbe, qui avaient de la gouaille, et puis qui avait du sens dans ce qu'il disait. Enfin, c'était un nouveau monde. Pour moi, quand j'ai écouté le rap à 12 ans, c'était vraiment un nouveau monde, et puis c'était le mien. Et puis c'est la première fois que je me voyais. C'est-à-dire que je voyais des noirs. Voilà. Et c'était pas simple de voir des noirs en France, à la télé ou à la télé, tout simplement, la télé ou au cinéma. Donc quand j'ai rencontré le rap à 12 ans, je me suis vu, je dis ça c'est un truc où j'ai l'impression de pas être en décalage, d'être à ma place. Et après sur le fait de la violence, c'est uniquement de la violence symbolique. Parce qu'on prête au rap tout le temps une forme de violence, mais il y a des choses que j'écoute qui sont largement plus violentes. Par exemple, la variété française, je trouve ça extrêmement violent. Mal aux oreilles, ouais. Voilà, c'est aseptisé, ça veut pas dire grand-chose. Pour moi, c'est comme un épisode de Black Mirror. On dirait qu'il se passe rien et que tout le monde est décérébré et que tout le monde a subi une opération irréversible du cerveau. Et ça, je trouve ça extrêmement violent. Le rap, c'est vivant. On a affaire à des êtres vivants, remuants, bougeants. Enfin, il y a un truc qui est du côté de la vie. Et tout ce qu'on veut nous prêter comme consensuel, moi, je trouve qu'il peut y avoir un côté morbide, mortifère dedans. Et ça me fait peur, moi. C'est ça qui me fait peur, moi. Voilà, je préfère le vivant. J'aime bien quand vous dites avec le beau, on frise souvent le niais. Je trouve ça très juste. Mais c'est vrai. La frontière, elle est vraiment mince entre par exemple, la poésie. La poésie, ça peut être beau et ça peut être ringard. On est toujours sur un fil avec la poésie. Voilà, moi, ce que j'ai trouvé dans le rap, c'est du vivant, c'est de la gouaille, c'est de l'humour, c'est sale, c'est la vie, quoi. C'est la vie. Vous avez dit que vous avez trouvé un style et moi, je m'en excuse. Pour le coup, je suis un tout petit peu imbibée de littérature féministe. Et j'ai eu l'impression que finalement, le rap, ça vous avait permis aussi de choisir votre nom, Kazé, qui a un nom qui n'a pas de genre. Ouais. Et puis une voix aussi, la voix votre voix de rappeuse, c'est une voix très identifiable déjà. Sur n'importe quelle collaboration, on sait que vous êtes là quand on vous entend. Et une voix qui n'est pas conventionnellement féminine non plus. Et je me suis posé la question, est-ce que le rap vous a pas permis, d'une façon hyper salutaire, à 12-13 ans, au moment où on est censé devenir femme, de vous construire une identité de genre qui vous convenait peut-être mieux? Non, ça c'est... Pardon, je fais la psy, je suis désolée. Ouais, non, mais je vais vous répondre non, puisque moi je suis comme je suis depuis toujours, en fait.
C'est-à-dire que si la question c'est pourquoi je ressemble à un bonhomme, bah, j'ai pas la réponse. Puisque... Non, c'était plus moins ça que finalement vous avez trouvé un espace où c'était ok que vous ressembliez à un bonhomme. Mais même si j'avais pas trouvé d'espace, je me le serais fait cet espace. Parce qu'il n'y a pas le choix, il n'y a pas de négociation. Il n'y avait pas à négocier, ma famille n'a pas pu négocier avec moi. Personne n'a pu négocier en fait. Il n'y avait rien à négocier. Je suis comme ça. Je suis, on est. Je pense qu'on est des millions, des milliards. Il y a des gens qui sont comme ça. Qu'est-ce qu'on fait avec eux? Voilà. C'est-à-dire qu'il s'avère que j'ai fait du rap, mais j'aurais pu faire autre chose et ça aurait été sans négociation aussi. C'est-à-dire que très vite, j'ai vite compris que j'avais pas le choix. C'était soit je me conformais et j'y arrive pas. C'est de la violence. Ça, pour moi, c'est de la violence. Cette espèce d'injonction permanente et insidieuse à essayer d'expliquer qu'il faut être autrement. C'est comme si on me parlait tout le temps une langue que je comprends pas. Et cette langue, je la comprends pas depuis que je suis enfant. Je comprends pas ce qu'on me veut. Voilà, je comprends pas. Des fois, on me voulait des choses, j'ai l'impression que c'est pas à moi qu'on parlait. Voilà. Mais vous dites souvent justement que dans le rap, on vous emmerde pas avec ça. Mais parce que je pense avoir fait en sorte qu'on m'emmerde pas avec ça. Voilà, ça s'est pas fait tout seul. La liberté, c'est du combat. Hein. La liberté, c'est se battre. On se bat pour être libre. Ah, ça vient pas tout seul. Ça vient pas en chouinant, ça vient pas en demandant gentiment. Ça vient pas en suppliant, ça vient en jouant des coudes. Ça peut peut-être trancher avec un certain nombre de stéréotypes que je décris évidemment, mais on a tendance à imaginer ou à décrire le rap en France comme un milieu particulièrement justement stéréotypé où les hommes sont comme ci, les femmes comme ça. Le rap, il n'est pas plus stéréotypé que le rock pour en avoir un peu fait, que je sais pas, le milieu de la finance. On est ici en Suisse où c'est le milieu de la banque. Les stéréotypes, ils sont partout. Ce qui est bizarre, c'est qu'on voit que les stéréotypes du rap. Moi, des stéréotypes, j'en vois toute la journée. Je vois des hommes en costard-cravate, je les trouve très stéréotypés. Je vois des femmes en fourrure à perles, je les trouve stéréotypés. Mais le seul stéréotype qui apparemment a voix au chapitre, c'est une casquette à l'envers. Moi, je comprends pas. Moi, je vis dans un pays, en France, où dès que je vois un avocat à la télé, il a une espèce de coupe comme ça. Vol au vent. Voilà. Dès que je vois quelqu'un dans la littérature, il a une chemise blanche un peu ouverte. Stéréotypes, je sais pas, mais les seuls qui sont en capacité de voir, c'est les stéréotypes du rap. Je comprends pas. Moi, des stéréotypes, c'est toute la journée. Il y en a tout le temps dans chaque milieu. Des quartiers populaires aussi, on stigmatise énormément. Ouais, c'est un truc de pouvoir, ça. Ouais, c'est qui parle. Si c'est le dominant qui parle, il a tous les moyens d'imposer sa vision du stéréotype. Mais le dominant aussi est stéréotypé à mes yeux. Donc je comprends pas trop ce que ça veut dire, le stéréotype, parce que tout le monde en porte des stéréotypes. J'en suis un, bah oui, sûrement. Il n'y a pas de souci avec ça. Il y a un texte en particulier qui fait référence à votre enfance. Il s'appelle Rêve illimité, dans l'album Libérer la bête de 2010. On y lit en filigrane le portrait d'une enfant solitaire, timide. Ouais. À quoi elle rêvait, cet enfant-là? Alors, je pense le premier de mes rêves, enfin, je sais pas si c'était un rêve. Ouais, je voulais la tranquillité. C'est-à-dire que c'est sûr que ce que je voulais, c'est, enfin, pas qu'on me foute la paix, mais je comprenais pas que je puisse être un problème. Voilà, que mon existence dans l'espace public représente un problème. J'étais pas assez ou j'étais trop. Enfin, il y avait toujours quelque chose qui était pas en place. Et du coup, ça crée de l'enfermement en fait, parce qu'on se dit qu'on n'est pas adapté pour le monde. Voilà. Donc, j'avais la musique, j'étais pas l'enfant du placard. Hein. J'avais des amis, une famille, c'est pas ça le souci. Mais je sentais bien qu'il y avait tout le temps des points de frottement, voilà, qu'il fallait être d'une certaine façon. Voilà, quand on est une fille, on se comporte comme une fille. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai jamais trop compris. Moi, je voulais faire des roues arrière avec mon vélo, et voilà, me rouler dans la boue, me bagarrer. Donc, je comprenais pas trop. Voilà, c'est ça. C'est des injonctions que j'avais du mal à comprendre. Et il y avait personne pour me les expliquer parce que je pense que les gens autour de moi savaient pas trop non plus. Ils reproduisaient des schémas qui étaient là depuis la nuit des temps. Donc, les questions que j'avais peut-être à poser sur ces sujets-là, ils n'avaient pas de réponse à me donner non plus. On fait comme, et après j'ai compris en grandissant que c'était une façon de dire, nous, on ne sait pas octroyer cette liberté-là, tu ne vas pas te l'octroyer non plus. Voilà. Parce qu'il y a aussi cette violence-là, la violence de ceux qui ne se sont pas permis et qui n'autorisent pas à ceux qui, eux, se permettent.
Voilà, et j'ai compris que, en gros, j'avais un peu trop de gourmandise. Voilà, j'en voulais un peu trop. Alors que pour moi, c'était pas en vouloir trop, c'était être moi-même. Mais soi-même, parfois, c'est trop gourmand. Il y a des générations de gens qui ont marché dans les clous avant toi, et il va falloir marcher aussi dans les clous. Voilà. Et ça génère de la violence. Ça génère de la violence. Une violence institutionnelle. Enfin, dans ce texte, on se rend compte que c'est quand même beaucoup l'école qui vous a fait comprendre très tôt qu'il y avait un problème avec... L'école, c'était... l'école, les premières grosses injures racistes, c'était à l'école. Voilà. Parce que je suppose que l'école française, qui s'est forgée aussi à un grand imaginaire colonial, d'aller éduquer à travers le monde, a importé son colonialisme et sur place dans les quartiers, puisqu'elle avait affaire aux mêmes gens qu'elle éduquait dans les DOM, dans ses colonies. Donc se permettait de nous traiter comme ces sujets coloniaux, mais à l'intérieur du territoire. Donc vraiment, ouais, les premières grandes injures racistes sur moi ou sur ma famille, comment je prétendais que j'étais éduqué ou pas éduqué, c'était à l'école que je les ai entendus. Ouais. Et c'est marrant parce que je me suis rendu compte que finalement, dans votre travail, vous avez toujours beaucoup questionné la race. Alors évidemment, la race sociale, je pense qu'on est entre personnes qui sommes tout à fait à l'aise avec l'idée qu'on peut parler de race sans parler de biologie, évidemment. C'est arrivé en fait avant le genre. Même d'ailleurs, le genre n'est jamais arrivé. Finalement, vous questionnez jamais ça dans vos textes. Est-ce que c'est parce que c'est arrivé dans votre vie plus tôt encore et de façon plus forte et plus violente ? Je sais pas. Je pense que... Je sais pas quoi répondre parce que je pense que tout est mêlé, en fait. Tout est mêlé, où on peut intervertir. Il y a des gens qui sont déjà venus me voir après des concerts en disant quand tu dis noir, j'entends basque, quand tu dis noir, j'entends homosexuel, quand tu dis... Je sais pas, mais dans mon cas, ça cumule. Je cumule les mandats. C'est ce qu'on appelle l'intersection, c'est ça le croisement. Bon. Mais peut-être parce que noir c'est pas dans une chambre à coucher. Noir, il y a la sexualité, c'est plus dans l'intimité. Là, noir, je le porte tout le temps dans l'espace public. Donc c'est un rapport direct. Voilà. Et puis parce que c'est ce à quoi je suis une minorité. Je vis dans un monde de blancs, donc j'ai très vite compris que j'étais noir. Voilà. Après, qu'est-ce que j'en fais ? Là, il a fallu réfléchir à qu'est-ce que je fais de tout ça. Mais oui, je sais pas trop quoi répondre parce que on vient souvent me poser des questions sur le genre et moi ça s'est toujours fait très naturellement. C'est pas des choses que j'ai eu à réfléchir. Je vous ai dit par exemple la pièce Viril qu'on fait, c'est vraiment maintenant que je lis des choses. Voilà, je lis des choses sur qu'est-ce que c'est qu'être trans ou qu'est-ce que c'est qu'être féministe, qu'est-ce que c'est qu'être homo, qu'est-ce que c'est qu'être transféministe, et voilà, les gens qui cumulent tous les mandats aussi. Ça, c'est très récent pour moi. Moi, je me suis toujours, en tout cas dans mon milieu, à moi, vécu comme seul dans ma catégorie, parce que j'ai jamais été en contact avec d'autres gens qui avaient des problématiques différentes. Donc les questions du genre, c'est pas des questions que j'ai pensées. Je les ai pas pensées, mais je les ai peut-être incarnées plus que pensées. Ouais, exactement. Voilà. Vous les effleurez souvent dans vos textes. Et puis vous aviez parlé une période, il y a 2-3 ans en interview, vous disiez que vous travailliez à ces questions-là, que vous essayez de faire un album sur ce que c'est qu'être une meuf. Ouais, enfin... quand j'ai dit ça, je me suis un peu trompé. Je me suis un peu laissé porter par la norme. J'aurais dû dire qu'est-ce que c'est qu'être pas une meuf. Voilà. Mais je pense que je voulais parler un langage qui soit compréhensible pour tous. Mais franchement, des fois, je suis un peu désemparé parce que je sais pas c'est quoi être une meuf. J'en sais rien en fait. En tout cas, moi, si vous parlez autour de moi ou... je sais pas si on me perçoit vraiment comme une femme, quoi. J'en sais rien. Je sais pas. Je peux dire quels sont mes chromosomes, mais sinon, à part ça, pour moi, une femme, ça m'est vraiment étranger. Une femme, c'est quelqu'un d'autre, c'est pas moi.
Ça, c'est clair. Une femme, pour moi, c'est exotique. Vous avez grandi dans la banlieue de Rouen, si je ne me trompe pas, dans votre enfance. Vous avez aussi passé 2-3 ans dans l'enfance en Martinique. Oui. On trouve des traces de ce séjour, j'ai envie de dire, dans le morceau Chez moi. C'est là-bas, chez vous, plus qu'à Rouen, plus que le 93 où vous vivez aujourd'hui? C'est aussi chez moi. Mais c'est le seul endroit où on ne me dira pas sale noir. Donc c'est très confortable. Voilà. C'est un endroit où la question de race, elle ne va pas se poser et c'est très reposant. Voilà, c'est très reposant. Mais le 93, c'est chez moi, par exemple. Le 93, c'est plus chez moi que la France, bizarrement. La France, c'est bizarre, c'est chez moi quand je suis à l'étranger. Parce qu'il n'y a qu'à l'étranger qu'on me reconnaît d'être française. C'est-à-dire si je vais aux États-Unis, en Amérique du Sud, et je dis je suis d'où viens-tu, de France? Oui, c'est pas un choc, c'est pas un étonnement. Alors qu'en France, si je dis, on a toujours tendance à me demander mais vous êtes d'où? Vous êtes d'où? Donc bon, pour faire l'imbécile, je dis je viens du 93. Mais je sais que la question c'est pas celle-là. Et se pose toujours la question de l'origine en France. Alors que quand je vais à l'étranger, en étant noir, si je dis que je suis français, c'est pas un étonnement. Donc je suis plus française à l'étranger qu'en France. Vous dites avoir un peu de retard sur la lecture féministe, mais vous n'en avez pas sur la pensée décoloniale. Vos textes, ils sont imbibés de références à Frantz Fanon, à Aimé Césaire, à Édouard Glissant. Je me posais la question, à quel moment et comment ces auteurs-là sont rentrés dans votre vie? Franchement, par le rap. C'est quand j'ai commencé à écouter du rap, notamment Public Enemy, et certains rappeurs, ils citaient des gens. Je dis mais c'est qui ces gens-là? Qui sont les frères de Soledad, George Jackson, qui sont les Black Panthers, Frantz Fanon, c'est qui? C'est le rap. Et je suis allé voir qui étaient ces gens-là, et c'est par le rap que j'ai découvert Frantz Fanon, qui est martiniquais. Voilà, c'est le rap. C'est le rap américain. C'est quand j'ai essayé de disséquer ou en lisant les interviews des rappeurs, ils disaient quelle était leur lecture, après certains rappeurs, et ça faisait partie de leur lecture. Et voilà. Et j'ai découvert un Martiniquais par le biais du rap américain. Qui avait écrit des textes qui décrivaient une réalité qui était la vôtre. Enfin, la boucle était bouclée aussi, quoi. Voilà. Ouais, c'est ça. Toutes les sociétés post-esclavagistes, quoi, puisque sont la Caraïbe, les Amériques dans leur ensemble, l'Amérique du Nord, du Sud et la Caraïbe, qui ont à peu près la même histoire. Donc voilà, c'est par le biais du rap. Voilà, c'est pas à l'école, c'est pas des bouquins qu'on m'a mis dans les mains à travers des conversations, c'est vraiment le rap. Donc le rap a fait mon éducation, vraiment. Alors, vous tirez de ces lectures un thème qui est vraiment récurrent dans votre travail, notamment dans le prochain album que j'ai eu la chance d'écouter, mais on en parlera tout à l'heure, qui allie rap et rock. Ce thème, c'est l'hybridité, ou la créolité, comme dirait Glissant. Elle apporte quoi, selon vous, cette lecture de la société? Je sais pas ce que ça apporte, je sais ce que c'est tout. Il y a des gens qui sont des hybrides, et... Je peux pas dire s'il y a un apport ou pas, on sait pas. Enfin, est-ce que ça a une utilité ou pas, j'en sais rien. Mais c'est un fait, c'est la réalité. Déjà, moi, je suis originaire des Antilles. Enfin, mes parents et nous, on est déjà un entrelac d'Amérindiens, d'Africains et d'Européens. Plus d'apports d'Indiens après l'esclavage, plus d'apports d'Africains encore après l'esclavage. Et puis en plus, tout ça maintenant est revenu en France. Il y a des gens qui sont créoles, de fait. Voilà. J'habite en quartier, en banlieue, où on est aussi très mélangé. Donc c'est encore une nouvelle créolisation. Enfin, de tout temps, de toute façon, il y a eu des transhumances, l'humanité s'est mêlée, quoi. Je ne sais pas à quel moment les gens ont voulu figer les choses, mais... Ça a toujours bougé, tout le temps. Et moi, c'est ce qui me met à l'aise. C'est tout ce qui est mélange, tout ce qui est hybride, tout ce qui est figé a tendance à m'effrayer. Parce que c'est à ce moment-là, je me dis à quel moment va venir
à quel moment l'autre va devenir l'ennemi. Je me dis, c'est peut-être dans ma tête, mais j'ai l'impression que plus c'est hybride, plus on se neutralise les uns les autres, puisqu'on a des morceaux des uns des autres. Et plus c'est figé dans une catégorie, et plus je sens poindre le racisme ou la xénophobie ou à un moment donné la peur ou le pointage du doigt. Voilà, c'est comme ça. Donc moi, le mélange me met plus à l'aise, en général. La France est carrément hermétique à cette vision des choses. On risque certainement pas d'apprendre Édouard Glissant au collège dans les années à venir, malheureusement. Les expressions politiques du point de vue du dominé, en fait, sont dénoncées comme biaisées, subjectives. Elles sont opposées à une espèce de neutralité du dominant. Et il y a cette espèce d'élite médiatique dont vous parlez aussi dans le prochain album, qui se morfond ce plateau de télé, on peut plus rien dire, etc. Je ne sais pas quelle est ma question en fait. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait rien, il n'y a rien à faire. on continue on continue de penser, on continue d'avancer, on continue de vivre. C'est pas eux qui décident à la destinée des autres, même s'ils ont les moyens de le faire. Mais ce dont ils parlent, c'est d'un monde qui n'a jamais existé. Ils parlent d'un monde perdu à leurs yeux. Mais c'est un monde qui n'a jamais existé, c'est un monde qui est fantasmé, c'est un monde qui n'existe pas. Mais il n'existe que dans leur pouvoir, à eux, c'est-à-dire leur pouvoir médiatique, leur pouvoir économique et leur pouvoir politique. Sinon, concrètement, réellement, leur monde n'existe pas. Et c'est bien pour ça que c'est une vraie violence pour eux tout le temps. Essayer de rappeler que oui, notre monde existe, et essayer de le rappeler au forceps tout le temps. Notre monde existe, mais leur monde n'existe pas. Sinon, il y aurait pas... Ils ne seraient pas obligés de s'épancher avec autant de violence. Parce que pour moi, c'est comme... enfin, là, on assiste un peu partout à ça en Europe. C'est comme des gens retranchés dans une forteresse et dans un déni. Autant dans une forteresse que dans un déni. Ça va aller. On va y arriver. On va le construire, ce monde. On va le préserver. Mais c'est fini. C'est terminé. C'est fini. Donc il leur restera, et ça va devenir de plus en plus violent, il leur restera que la violence pour essayer de l'imposer. Ils pourront le faire que par une violence vraiment vraie. Ouais, ça va être très violent. Ça va être très très violent. Cette violence, on la trouve déjà dans les violences policières ou dans la répression des manifestations qu'il y a pu y avoir récemment en France. Ouais, enfin bon, moi je viens d'un quartier, la violence policière c'est toute la journée. C'est le rapport qu'on a à la police de toutes les manières, c'est un rapport de confrontation, puisque la police, quels que soient les policiers, qu'ils soient même issus des minorités, qu'ils soient noirs ou arabes, de toutes les manières c'est une police, une espèce de police coloniale. Donc la violence, là, on a vu les violences policières parce que pour la première fois, elles se sont exercées sur des blancs avec les gilets jaunes. Voilà. Parce que là, on assiste à la colère de moi, ce que j'appelle les petites gens, les petits blancs. Il y a les grands blancs, ceux qui tiennent la politique, les médias, et il y a les petits à qui on a beaucoup menti. On leur a dit pendant 30 ou 40 ans qu'une fois qu'on se sera occupé de l'immigration, de la diversité, des minorités, des tonnes de noms qu'on emploie pour nous désigner, le monde, l'Europe, la France sera un monde merveilleux. Voilà. Parce que personne parle d'économie, de capitalisme, d'argent. Voilà. On parle juste d'immigration en France. Le problème, c'est l'immigration. Et le voile. Voilà. Et le voile. Gros problème. Donc, vu qu'ils n'ont pas pour projet, en tout cas, le projet n'est pas encore lancé concrètement de nous déporter quelque part. Donc, il y a ces petits blancs qui se retrouvent complètement frustrés, qu'on a laissés sur le côté, à qui on a essayé, nous, de notre expérience, de notre point de vue, de dire, mais vous savez, ça déborde. Si nous, on est touchés aussi durement, vous le serez aussi. Voilà, parce que ça déborde. C'est quand même le principe du capitalisme, du pouvoir. C'est un peu qui ont beaucoup et beaucoup qui ont peu. Donc dans le beaucoup, à un moment, ça va déborder. Là, ça déborde. Voilà. Là, ça déborde. Donc là, on a vu vraiment le pouvoir s'exercer. Mais ils n'ont pas encore tiré à balles réelles. Je pense que si nous, on avait été là, ils auraient pas hésité à tirer à balles réelles.
Mais oui, on assiste à ça. C'est tous ces Français, mais blancs de peau, qui ont vraiment cru qu'à un moment donné, le cœur du problème économique, c'était l'immigration. On leur a dit, c'est ce qu'on leur a dit et ils l'ont cru. Mais là, ils se rendent compte que ça n'a rien changé et qu'ils sont un peu fâchés. Ils sont un peu colères. Moi, j'avais quand même juste envie de rappeler que elle a été assez invisibilisée, normal. Hein, c'est une femme et en plus elle est noire. Mais c'est Priscilla Ludowski qui est à l'origine du mouvement Les Gilets jaunes. C'est une Martiniquaise d'ailleurs. Et je l'ai interviewée. Elle sera bientôt dans la poudre et ça vaut carrément le coup de l'écouter parce que justement, elle dit ça sur les violences policières, que ça leur a fait bizarre aux autres, mais qu'elle connaît ça depuis bien longtemps. Bah oui, c'est pas les violences policières, c'est toute l'année, tous les ans, là, à Villiers-le-Bel, Adama Traoré, qui a des cas sur lesquels sa sœur travaille beaucoup. Mais sinon, c'est toutes les semaines en France. C'est tout le temps, quoi. Voilà, c'est juste que là, ça s'est vu. Ça se voit, c'était à grande échelle. Et puis surtout, c'était sur qui on tirait. Ça, c'est différent. Alors, pour celles et ceux qui connaîtraient mal votre carrière, vous avez sorti 2 albums solo qui sont devenus iconiques. Tragédie d'une trajectoire en 2006, Libérer la bête en 2010. Et ils vont ressortir en janvier sur toutes les plateformes. C'est une info que je vous annonce en exclusivité. Début décembre et janvier. Début décembre et janvier, on va pouvoir les retélécharger parce qu'ils ne sont pas faciles à trouver sur les plateformes. Ils étaient sortis de la circulation Aujourd'hui. Alors, depuis, les gens attendent votre prochain album solo, mais vous prévoyez dans des collectifs plutôt. Vous préférez les formations comme Zone Libre, Asocial Club ou En Falche avec d'autres rappeurs. Qu'est-ce que vous apporte le collectif dans lequel vous vous épanouissez finalement artistiquement depuis presque 10 ans? J'ai l'impression que c'est peut-être pour pallier à un truc de je sais pas jouer d'un instrument, donc c'est bien de jouer avec d'autres. Sinon, très vite, ça peut devenir un exercice très solitaire. D'écrire, d'aller poser sur les instrus qu'on nous donne. J'aime ça, être faire de la musique avec d'autres. Voilà. Je pense que c'est juste ça. Après, ça n'empêche pas que je vais refaire des disques solo, mais j'aime bien les expériences collectives. Ouais. Bon, le prochain album, c'est encore une expérience collective. C'est une nouvelle formation, House Gang, avec Marc Sens à la guitare basse, Manu Sound aux machines basses et Sonny Troupé à la batterie. Alors, c'est un projet collectif, mais c'est quand même vraiment vous. Votre patte, elle est très, très présente. Votre texte, votre voix, il y a que vous. En tout cas, quand je l'ai écouté, j'entendais que vous. C'est pas la première fois que vous mêlez le rap et le rock. Le projet Zone Libre, c'était déjà ça. C'était ça aussi. J'ai toujours aimé après, j'ai pas une grosse culture rock, mais par contre, j'ai toujours aimé l'énergie du rock. Voilà, vraiment, j'ai toujours aimé l'énergie du rock. Voilà, quand j'étais plus jeune, j'écoutais Rage Against the Machine, Asian Dub Foundation. Voilà. J'ai toujours bien aimé ce mix-là. Vous dites ce truc qui fait ra. J'adore quand vous le dites, je le dis très mal, mais il y a une espèce de truc qui a envie de péter des portes, quoi, qui est commun en rap et en rock. Il y a un truc jouissif quand même dans l'énergie du rock, du punk ou du rap. Pour moi, tout ça, c'est similaire. Et puis, pour moi, ce sont les mêmes musiques, en fait. Ces musiques-là, elles viennent des mêmes endroits, des mêmes champs de coton. C'est la même musique. Le rock, c'est du blues. C'est la même musique, ça vient des Amériques, c'est des musiques de descendants d'esclaves, c'est tout. Donc c'est sûr que ça va faire ça va crier, ce sera un long cri. Mais ouais, j'aime beaucoup l'énergie du rock, quoi. Quand j'ai écouté l'album d'House Gang, on a 3 ans d'écart, on est un peu de la même génération. Moi, ça m'a replongé dans les années 90, en fait. Cette période où j'écoutais à la fois Nirvana et Cypress Hill, Public Enemy et Noir Désir. Il y avait vraiment cette espèce d'esthétique, en fait, sombre, cette noirceur qu'on retrouvait aussi bien dans le hardcore que dans le grunge, ce côté presque dépressif, en fait. Et je voulais revenir à cette phrase que vous avez un petit peu dit tout à l'heure, que le beau est souvent proche du niais. Est-ce que pour toucher à la vérité, il faut cette obscurité-là? Je sais pas s'il faut l'obscurité, parce que ça peut être aussi une forme de posture et de maniérisme et de cliché. Mais en tout cas, moi, je sais que c'est naturellement, c'est ce qui m'emporte. Voilà, il y a
Après, d'où ça vient, j'en sais rien, c'est pas à moi de l'analyser. Mais voilà, ce qui m'intéresse, c'est la brèche, c'est la faille. Voilà, moi, c'est ce qui me plaît. C'est le sombre, enfin, pas tout le temps, hein, mais en tout cas, musicalement, c'est toujours un truc c'est un décor, c'est un paysage qui me plaît pour me balader, pour déambuler. Voilà. Je trouve que, en tout cas, j'y déambule plus facilement. Voilà. Et musicalement, après, dans la vie, j'adore la plage et le soleil. Il y a pas de souci. Mais pour écrire ou pour... ouais. En tout cas, pour moi, il se passe plus de choses. Ça provoque plus de choses là, à cet endroit-là. Voilà. Il y a un côté intime dans cet album. Il y a pas mal de jeux. Il y en a plus que d'habitude. Il y a au moins 3-4 chansons où on retrouve ce jeu. Et il y a un titre, vraiment, je donnerais cher pour le réécouter, mais je peux pas, qui s'appelle Aidez-moi. Vous y parlez de folie, de doute, d'insomnie, peut-être même de suicide. Je me rappelle en l'écoutant avoir vraiment posé une larme. Qu'est-ce que vous y avez mis ? Après, ces textes-là ne sont pas nécessairement autobiographiques. Hein. J'incarne aussi des personnages, mais même en incarnant des personnages, il y a toujours un peu de soi. Bah, des fois, ça va pas, on est down, et puis c'est tout, ça arrive. Des fois, comme tout le monde, je suis sur le canapé, j'ai pas envie. Voilà. Ouais, mais on n'a pas trop le droit de le dire, j'ai l'impression. Je pense que c'est encore quelque chose qu'on nous autorise pas trop à mettre dehors. Si, Genre, j'ai envie de me flinguer, ça passe hyper mal au dîner, en fait. Il faut, voilà, c'est des moments qui arrivent. Il y a rien là-dedans. À partir de ça, on peut élaborer quelque chose. Hein. C'est pas nécessairement parce qu'on le dit que ça va arriver. Mais des fois, on est down. Des fois, on n'a pas envie. Des fois, c'est pas des envies de suicide. C'est des envies de repos. Voilà. Mais un vrai repos. Et des fois, on se dit, la mort, ça doit être un repos pas mal. Mais rien que de le dire, c'est déjà rien que d'en parler, c'est déjà une façon de l'éloigner en fait. Mais c'est pas aussi sérieux qu'on voudrait le faire croire. C'est juste des fois je pense que ça arrive à tout le monde. Des fois on est fatigué. Des fois on est fatigué, c'est tout. On est fatigué. Alors je sais, on est dans des sociétés, il faut être efficace, il faut se tenir, il faut être au boulot à 8h du matin, c'est important. Voilà, parce que dans nos sociétés à nous, ce qui compte, c'est comment on fonctionne. Voilà, si on se drogue et qu'on est à 8h du matin au taf, c'est pas grave de se droguer. Si on va mal mais qu'on est à 8h du matin au taf, c'est pas grave d'aller mal. Si on est fou mais qu'on est à 8h du matin au taf, c'est pas grave d'être fou. Voilà, faut juste être efficace. On est juste valable parce qu'on est efficace. Non, moi, ce qui m'intéresse, c'est la réalité derrière tout ça. Je veux pas être efficace. On veut tous être bien, aller bien. Avoir une certaine qualité de vie, être voilà, et pouvoir exprimer ses émotions si on en a, pouvoir s'adonner à ses passions si on en a, voilà, pas juste être efficace, voilà. Et c'est ça, je trouve, la folie des sociétés dans lesquelles on vit, c'est que c'est pas grave d'être fou, c'est pas tant qu'on est au taf à 8h du matin, voilà. Et vraiment, les gens qu'on condamne, c'est ceux qui n'arrivent pas à être à 8h au taf, voilà. Eux, ils ont un problème. Lui, il est drogué. Elle est folle. Parce qu'elle ne s'est pas levée. Voilà. Bah, je trouve que c'est eux. Je trouve que c'est les fous qui ont toute leur tête. C'est eux. Parce que vivre dans les sociétés dans lesquelles on vit et arriver à fonctionner, c'est dingue. C'est fou. Et ceux qui, à un moment donné, arrivent à court-circuiter le truc et à couper, bah, je trouve que, justement, la déprime ou la dépression, c'est une forme de soin. Des fois, faut se déconnecter. C'est trop dingue. Donc celui qui déprime, c'est pas nécessairement qu'il veut mourir, c'est qu'à un moment, il fait reset dans son système. Voilà. Et il fait pause. Il dit j'arrête, j'ai pas envie d'être à 8h au taf. Je m'en fous d'être efficace. Et c'est pas grave si on me prend pour un dingue. Moi, je trouve ça sain, en fait. Je trouve ça plus sain que d'essayer de faire semblant tout le temps. Voilà. Faire semblant, c'est ça que je trouve dingue. Voilà. Et c'est ça qui mène à la folie. Puisque, je sais pas, tout le monde a toujours entendu autour de soi des histoires de... Mais pourtant, je sais pas, il allait bien. Il s'est suicidé, mais il allait bien. Je l'ai vu hier, il allait bien. Bah non, il allait pas bien. Ah non, il allait pas bien. Mais c'est pas grave, il était à 8h au taf le matin, donc personne l'a vu. Voilà. Donc, je trouve que il y a un côté sain. La déprime, c'est pas déprimant.
Voilà. La déprime, je trouve que c'est une forme d'auto-soin. C'est une façon de se dire, là, c'est bon, aujourd'hui, ça va aller. J'ai pas envie, c'est pas grave. Voilà. Peut-être pas envie demain, c'est pas grave non plus. Ça va prendre un mois, bah, c'est pas grave, ça prendra un mois. S'il faut un mois, c'est un mois. C'est une façon de se récupérer, quoi. De se reprendre. Voilà. Parce qu'il faut toujours se tenir. Voilà. Pour être un être humain valide ou valable, il faut se tenir. C'est-à-dire, c'est ce qui fait qu'on est censé être quelqu'un de fort, de droit. Il faut se tenir. Mais il y a des situations où c'est intenable. C'est ça la réalité, c'est que c'est pas tenable tout le temps, en fait. Donc je vois pas pourquoi s'effondrer est un problème. Voilà. Merci, ça fait du bien d'entendre ça, vraiment. Il y a un autre titre qui m'a marqué qui s'appelle Ma complice. J'ai noté cette phrase. Ils veulent le droit sur mes hormones et mes organes. Ma bouche a un port d'armes. Je parle et il y a mort d'homme. Alors vous verrez le petit biais misandre dans ma lecture qui est assez récurrent. Bon, moi je l'ai encore entendu comme un texte féministe encore. Désolée. Hein. Ouais, bah après c'est compliqué parce que c'est pas le féminisme, c'est pas. Par exemple, j'en discute des fois avec Virginie. Moi, c'est vrai que c'est pas mon militantisme. C'est-à-dire que j'ai plus facilement parlé du fait d'être noire que du fait d'être femme, parce que comme je vous ai dit, je me suis jamais trop considéré comme une femme. Mais par contre, je sais comment on traite les femmes, puisque dans la société, j'en suis une. Même si dans ma tête, c'est un autre monde, j'en suis une. Donc je sais qu'il y a une forme de patriarcat qui existe, que des gens se sentent permis, autorisés à dire des choses ou se sentent autorisés à me dire comment il faudrait que je me comporte ou ce qu'il faudrait que je fasse de ma vie, de mon corps. Et ça, c'est assez particulier. Ouais. Je pense que c'est à ce moment-là que je rejoins je sais ce que c'est qu'être une femme. Voilà. C'est que être une femme, c'est à un moment donné être paternée. Voilà. Il y a des gens qui estiment qu'ils ont des choses à dire. C'est très intéressant. Étudier, c'est très intéressant. Ça ne veut pas dire qu'il se passe quelque chose, mais que des gens se sentent le droit. Enfin, pour moi, il y a une forme de mégalomanie patriarcale. C'est de la pure mégalomanie. Il y a des gens qui pensent qu'ils ont des choses à dire à d'autres gens. Bon. Donc, je suppose que oui, être une femme, voilà, avec toutes les normes de la femme, ça doit être éreintant toute la journée. Ça doit être très fatigant, je suppose. Mais en même temps, c'est un bon radar à connard. Ça doit faire le tri assez facilement. Parce qu'il y en a qui se permettent tellement de choses et puis en toute impunité que je me dis c'est bien, ça permet de faire le tri. C'est aussi une position qui est très intéressante. Ça n'enlève pas les rapports d'oppression et de pouvoir, parce qu'elle est là le vrai problème. Mais je veux dire, dans le quotidien, ça permet de faire le tri rapidement. Il y a être une femme et puis il y a être une femme noire. Il y a 2 ans, vous avez parlé ici même avec Eva Doumbia et Maboula Soumaoro et Rokhaya Diallo d'ailleurs, autour de la réflexion afroféministe et de cette identité afropéenne qui a été un peu fondée et vulgarisée, j'allais dire, en France par Eva Doumbia. Est-ce que cette identité-là, elle vous convient? Vous y glissez facilement? Après, c'est pareil, c'est comme le fait d'être femme. Je sais pas, moi j'ai l'impression que, en gros, j'embrasse tout le temps. Vraiment. Je sais pas, j'en suis, quoi. Je suis avec tout le monde. Je suis avec tout le monde tout le temps. Si c'est petit, si c'est blessé, si c'est faible, si c'est boiteux, si c'est lépreux, gangréné, bah c'est moi. Donc l'impuissance me parle. Voilà, c'est ça. L'impuissance me parle. L'impuissance, c'est moi. Voilà, je m'y retrouve tout le temps dans l'impuissance. Quelle que soit la forme que l'impuissance prenne, c'est moi. Je m'y retrouve. Voilà. Peut-être pour ça que le de vous nourrir des textes, en fait, vous nourrissez de vos textes cette réflexion-là. Enfin, dans l'album Libérer la bête, il y a ce texte Créature ratée. On dirait un texte afroféministe, en fait. Il y a une espèce de description, en fait, du regard exotisant sur les corps noirs et les corps des femmes noires en particulier. Enfin, les corps noirs en général, corps de femmes.
Parce que au bas de la chaîne, il y a les femmes noires. Mais les corps d'hommes noirs, hein, vous verrez souvent dans des publicités en France, on vend du chocolat avec des tablettes, un gars torse nu. Voilà. Un homme noir, enfin le corps noir. Le corps noir est très fétichisé, souvent. C'est très sexualisé. Alors celui de la femme, déjà, alors celui de la femme noire, bon. Mais oui, enfin comme je vous ai dit, l'afroféminisme, pareil, c'est pas mon militantisme, mais moi je suis toutes les impuissances. Donc si c'est petit, si c'est piétiné, si c'est foulé aux pieds, si c'est lacéré, brisé, cassé, bah c'est mon camp. C'est mon camp, de fait. Donc l'afroféminisme, ouais, enfin tous les camps sont les miens. Tous les camps. L'impuissance, c'est mon camp, de fait. En tout cas, vous êtes souvent à leur côté, vous les soutenez, vous participez au festival, aux événements, c'est surtout, c'est notable. J'essaie. Enfin, je sais pas si j'essaie ou je sais pas. Enfin, je suis là où ça me porte. Hein. Il y a des trucs aussi que je fais pas, mais il y a des trucs que je fais. C'est pas nécessairement pensé, mais dans le positionnement, en tout cas dans la tête, c'est de fait que j'y suis ou pas, que je me positionne publiquement ou pas. De fait, c'est ce que je suis. C'est ce que je suis. Et c'est ce que sont plein de gens, même des gens qui ne militent pas. Parce que c'est pas tout le monde qui milite ou tout le monde qui va s'écorcher sur des barricades ou tout le monde qui revendique. Mais l'impuissance, elle est partout, en fait. L'impuissance, elle est partout. Dans l'un de vos morceaux de 2006, Pas à vendre, vous expliquez que votre approche sans concession de votre carrière, je pense que quand on vous écoute parler ce soir, cette absence de concession, elle est assez frappante. Est-ce qu'il y a des choix que vous avez faits que vous regrettez ? C'est comme tout. Des fois, quand il y a des grosses galères, c'est comme tout le monde. Hein. Des fois, on pense aux billets de 10 € qu'on a perdus quand on en a besoin. Donc, par mauvaise foi, ça m'arrive de me dire j'aurais dû, mais ça, c'est parce que juste à ce moment-là, le compte est dans le rouge. Mais sinon, en général, non. Non, vraiment, non. J'essaye de faire confiance au moment où j'ai fait le choix. Je me dis, si à ce moment-là, c'était important de faire ce choix-là, si c'est ce choix-là qui te mettait à l'aise, c'est que tu as fait le bon choix. Parce que choisir, c'est dur. On ne sait jamais à partir de quoi. Des fois, on se fait des nœuds au cerveau à faire des calculs pour choisir, alors que c'est très simple. Il faut juste le sentir dans le corps. Ça me met à l'aise ou mal à l'aise. Je fais que ce qui me met à peu près à l'aise. C'est comme ça que je choisis. Donc non, je ne regrette pas. En général, non. Je souris parce que vous dites souvent que le rap doit pouvoir avoir le droit d'aller vers la variété, de devenir pop, mainstream, de faire des thunes. Mais bien sûr. Pourtant, il me semble que c'est pas du tout le chemin que vous ayez choisi pour votre. Mais ça, c'est moi. Ça me concerne moi. Moi, j'ai mes incapacités à moi. Il y a des trucs que je ne peux pas faire. Si j'avais l'audace, le culot, l'arrogance, l'inconscience, je sais pas comment ça s'appelle, de les faire, peut-être que mais c'est pas moi, ça me concerne pas. Mais par contre que le rap puisse accéder aussi à la pop comme l'a fait le rock, très bien. Je veux dire, c'est aussi je trouve il y a aussi un petit rapport colonial à vouloir que ce soit toujours les mêmes qui mangent les miettes. Voilà. Le rap, il a le droit à la pop comme tout le monde. Le rock, c'est embourgeoisé, ça n'a posé de problème à personne. Donc on laisse le rap s'embourgeoiser tranquillement, qu'il puisse aussi créer sa bourgeoisie, qu'il puisse s'acheter des villas, des voitures, nourrir des familles. C'est très bien pour eux. C'est très bien. Je vois pas pourquoi ce serait toujours les mêmes. On a fait le même procès au jazz ou en tout cas, dès qu'il y a des musiques noires, il faut qu'elles puissent rester pauvres et larmoyantes pour le plaisir et l'écoute de classes dominantes riches qui adorent entendre des cris de douleur venir du fin fond de l'esclavage. Alors c'est beau un cri de douleur, mais un cri de douleur, des fois, ça remplit pas le frigo. Donc ceux qui ont décidé de faire des thunes, je suis avec eux, c'est très bien fait. Après, moi, personnellement, il y a des trucs que je sais pas faire et que j'ai pas envie de faire, mais ça c'est chacun des choix personnels. Mais par contre, politiquement, que le rap puisse embourgeoiser, c'est pas un problème. Le rock l'a fait, ça n'a pas été un problème. Voilà.
Finalement, une grande partie de votre travail artistique s'exprime sur scène. J'ai eu la chance de vous voir l'année dernière, ou il y a 2 ans peut-être, au festival Massilia Afropéa à Marseille. C'était vraiment une claque dont je me suis en fait jamais remise. Vous exprimez une force, une rage sur scène qui est assez extraordinaire. L'enfant timide est où quand vous faites ça ? Ah, mais à chaque fois, c'est une victoire sur la timidité. Moi, je pense que c'est aussi pour ça que j'aime les concerts, parce que chaque concert, c'est une victoire sur la timidité. Voilà. Chaque concert, c'est un exercice de plus. C'est une façon de se montrer, de s'exposer. C'est se montrer, parce que oui, c'est ce qu'on fait en concert. C'est de l'exhibition. On se montre. Il y a une part de mise en scène aussi, parce qu'il y a ce qu'on est sur scène, c'est pas ce qu'on est nécessairement en dehors de la scène. Mais j'ai peut-être aussi un côté exhibitionniste. Mais je pense qu'aussi ça m'a aidé à être debout, à m'assumer, à dire vas-y, montre-toi, t'es là, t'es debout, t'es classe, n'aie pas honte, n'aie pas peur de toi, montre-toi. La scène, je pense que ça m'a aidé à me tenir debout. Voilà, le fait de me montrer. Juste de me montrer. Après, c'est juste le temps de la scène. Après les concerts, faut redescendre sur terre. Mais sur scène, parfois, on est un peu sur orbite et c'est bien aussi. Ça fait du bien à l'ego. On est content, on est beau, on est sexy, ça fait du bien. Voilà. Et après, une fois que c'est fini, on passe à autre chose. Mais de temps en temps, d'avoir un gros ego bien balèze, ça fait du bien, ça soigne. Kazé, est-ce que vous avez accès à votre chambre à vous ? Est-ce que j'ai accès à ma chambre à moi ? C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire ce que vous voulez, en fait. Est-ce que... Ouais, c'est en accès libre. Enfin, il y a une poignée, je pousse, je rentre dans ma chambre, il y a un lit, une commode. On vous fout la paix, vous êtes bien, vous pouvez créer tranquille, personne ne vient vous toucher. Enfin, si c'est pour écrire, c'est pas nécessairement dans la chambre, ça peut se faire ailleurs. Voilà. Mais là, la question me perturbe. En vrai, c'est une allusion à Virginia Woolf qui a écrit ce livre où elle explique en fait, en gros, que les femmes n'ont jamais un endroit où elles sont tranquilles, posées pour pouvoir écrire un texte. Non, moi, je suis tranquille. Vous écrivez où d'ailleurs ? Ou comment ? Il n'y a pas de... Bon, en général, à la maison, mais ça peut se faire aussi ailleurs. Ça se fait des fois dans le studio directement, dans l'endroit où je vais enregistrer. Aussi beaucoup. Soit chez moi, soit à cet endroit-là, ou des fois ailleurs, mais souvent à la maison. Ouais, à la maison. Ça évoque quoi pour vous, la poudre ? La poudre ? Tout de suite, la poudre à canon. Tout de suite, un truc qu'on enflamme. Bien, qui explose. Vous savez, dans la chanson Place gratuite, vous dites entre la poudre et le pardon, il faudrait que je décide. Non, c'est quoi déjà ? Ouais, c'est... le refrain, j'ai pas... Ouais, enfin, il y a poudre à un moment dedans. Il y a le mot poudre. Et en gros, j'explique qu'entre la poudre et le pardon, il voudrait que je fasse un choix, mais il n'y a pas de choix à faire. Ouais, voilà. Merci beaucoup, Kazé. Merci de l'invitation. Merci. Merci beaucoup. Merci à Kazé d'être venu faire parler la poudre avec moi. Et merci à Anne-Claire Adé et Dominique Rovini des Créatives pour cette orchestration. La Poudre est un podcast produit par Nouvelles Écoutes. Merci à Aurore Meyer-Mailleux pour la réalisation de l'introduction, à Gaïa Marty pour la préparation, la prise de son et le reste, et à Marion Emery pour le montage et le mixage. Merci à Bonnie Banane pour sa chanson dans le générique. Merci à vous pour l'écoute. On se retrouve sur Internet, Instagram, Twitter, Facebook. La Poudre est partout. Si vous avez des réflexions, des compliments ou des critiques à faire, n'hésitez pas. J'adore ça. Ah, j'allais oublier, pour lire les mêmes livres que moi, allez sur le site La Poudre lit. Vous connaissez la suite. Prenez soin de vous et continuez de faire parler la poudre.